Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Pignadetta. Je suis désolée, alors je vais m'excuser par avance, hein, j'arrive de Bayonne mais j'ai un attachement très fort aux Landes, alors j'ai plus l'habitude de prononcer le basque que le patois en ce moment, donc je ferai quand même bien attention. Donc moi je m'appelle Emmanuelle Lapeyre, je suis journaliste, j'aurai le plaisir de passer cet après-midi avec vous, donc une après-midi qui place les territoires ruraux au cœur des réflexions. Et ces réflexions vont être éclairées dans quelques instants par Simon Tessou. Est-ce que j'ai besoin de vous le présenter un petit peu quand même, architecte urbaniste, Grand Prix de l'urbanisme 2023. Depuis son atelier de Ruger, depuis des années, il aide les bourgs ruraux à imaginer leur futur dans le Cantal, mais pas que. On aura le plaisir de l'écouter dans quelques instants. Ensuite, nous allons avoir 1 heure d'échange. On va croiser les regards donc, autour de ces enjeux, de comment on aménage à la campagne, ou comment on aménage en campagne, pour reprendre le terme de Simon Tessou. Donc avec élus et architectes autour de la table et vos questions évidemment. Et puis on ira voir in situ ce que c'est aussi d'aménager sur le temps long un village, puisqu'on a la chance d'être à Garin et qu'au-delà de cette très belle halle de Pignadetta, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et Philippe Sartre, qui est donc le maire de Garin, nous fera cheminer à travers le temps, à travers les évolutions de sa commune en fin de journée. En plus, le temps est avec nous quand même, donc on va pouvoir en profiter. Avant ça, Philippe Sartre, je vais vous inviter à me rejoindre, ainsi que Dominique Degos, la présidente du CAUE, pour quelques mots d'introduction. Oui, écoutez, tout d'abord, merci d'être là, à Garin. Nous sommes très heureux de vous inviter ici, dans ce bâtiment. Vous avez vite compris qu'il s'agissait d'un ancien hangar industriel, reconverti aujourd'hui, qui accueille principalement une agence d'architecture, et c'est le cas, vous aurez l'occasion de faire connaissance au fil de cet après-midi. Voilà, autrement, rapidement, dire que Garin, c'est vraiment un village assez typique de ce nord du département, forestier, 95% de la surface forestière. Une population toujours un peu en dessous de 500 habitants, voilà. Un village rue, et puis un village caché, dans lequel on se trouve un peu aujourd'hui ici. Voilà. Donc je n'en dirai pas plus, je pense que le contenu de la journée ou de l'après-midi dira la suite. Bonjour à tous. Premièrement, je tiens à remercier justement Philippe Sartre de nous accueillir ici à Garin et de nous permettre de découvrir cette commune de Haute-Lande. Voilà, je crois que vous aurez tous compris l'intérêt que vous aviez à venir ici aujourd'hui. Donc nous sommes ravis de vous retrouver pour ce premier rendez-vous du CAUE des Landes de l'année 2025. Nous avons choisi de le consacrer à l'urbanisme en milieu rural et plus particulièrement à l'aménagement de nos villages. Ce thème s'inscrit dans la continuité des sujets abordés l'an passé. Je vous le rappelle, restauration de la biodiversité, transition écologique par le paysage, sobriété foncière et réemploi du bâti existant. Il en constitue même une synthèse, tant ces différents enjeux sont interdépendants. Les territoires ruraux jouent un rôle clé dans la transition écologique, que ce soit dans la lutte contre le dérèglement climatique ou dans la résilience face à ses conséquences. Mais au-delà de leurs fonctions écologiques et économiques, ces territoires sont aussi le fruit d'une histoire et d'une géographie qui ont forgé leur identité. Cette identité s'exprime à travers des marqueurs culturels forts, tels que les paysages, le patrimoine architectural et l'urbanisme local. Pendant longtemps, l'aménagement de ces campagnes a été relégué au second plan, les regards étant davantage focalisés sur l'avenir et le développement des métropoles. Mais ce temps semble révolu. Les territoires ruraux suscitent un intérêt renouvelé, comme en témoignent les programmes en faveur de la revitalisation des centres-bourgs. Toutefois, si nos campagnes disposent d'un potentiel d'attractivité non véritablement exploité, elles n'en demeurent pas moins fragiles. Elles doivent donc être autant ménagées qu'aménagées. Les acteurs de l'aménagement, qu'ils soient décideurs ou professionnels, ont désormais une double responsabilité. Contribuer à la transition écologique tout en préservant l'identité et la singularité des territoires ruraux.
Mais comment concilier ces impératifs alors que les ressources budgétaires demeurent limitées? Et comment, dans ces conditions, proposer des solutions pertinentes avec des moyens contraints? C'est la réflexion que nous vous proposons aujourd'hui à travers les témoignages d'élus et d'architectes. Je tiens d'ailleurs à les remercier chaleureusement d'avoir accepté de participer à cette rencontre. Je vous souhaite un excellent après-midi. Merci. Je vais laisser la parole à Simon Tessou, que l'on peut applaudir, évidemment. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie le CAUE des Landes de m'avoir invité depuis ce petit point rouge là, duquel je suis parti ce matin, donc dans un territoire assez différent quand même, plutôt caractérisé par des moyennes montagnes. On devine en haut de l'image à droite là, les monts du Cantal. Et le point rouge, c'est le territoire dans lequel je travaille, c'est-à-dire un bourg de 1000 habitants. Sur la ligne de crête, entre le bassin versant de Lot au sud, qu'on voit sur l'image en bas, et le bassin versant de la Dordogne au nord. Donc moi je suis venu pour vous parler un peu de questions liées aux territoires ruraux, mais pas que, aussi des petites et moyennes villes, voire même des questions de ressources. Donc je vais commencer par parler de mon propre territoire, le bourg du Rouget, où je vais parler de ce que j'appelle un urbanisme de fragments, qui a conduit ensuite petit à petit à l'élaboration d'un plan guide qui n'était pas une commande, mais que nous avons proposé en fait aux élus de la commune. Je parlerai ensuite d'une autre expérience dans le Lot-et-Garonne, suite à un travail de plan guide avec la transformation des espaces publics du bourg de Cancon, pour ceux qui connaissent. Et ensuite, je parlerai plus globalement de la question des espaces publics. Je reviendrai plutôt dans le Cantal. Je parlerai en suivant, donc en point 4, des petites centralités, des problématiques qu'on y rencontre, et la question du périurbain aussi, qui un sujet qui m'intéresse beaucoup dans les territoires détendus. Et puis, je finirai par la question des ressources. Donc, un urbanisme de fragments. Vous voyez cette carte, c'est le Rouget, c'est en fait un bourg de 1000 habitants très particulier, puisque en fait au XIXe siècle le bourg n'existait pas. Il apparaît avec la création d'une gare ferroviaire qui vient s'implanter pour des raisons techniques entre le bas du Cantal et ce plateau granitique qui précède le bassin aurillacois. Il fallait pouvoir ravitailler les locomotives à vapeur en eau, et donc là, s'est installée une petite gare de triage qui permettait aussi de descendre le bois du Massif central vers le sud et de faire remonter le vin, notamment vers le Massif central. Donc, ce périmètre que vous voyez en rouge, j'espère que vous voyez bien les images, représente en fait un fragment de territoire que nous avons identifié comme contenant les possibles germes d'une mutation, d'une régénération. C'est-à-dire que les élus nous faisaient régulièrement confiance pour faire des petits aménagements urbains, et un jour, on nous a demandé de traiter les abords du stade de foot, de les requalifier. Et en fait, on est rentré à l'agence et puis on s'est dit, bon, il serait peut-être temps de dézoomer un peu et d'imaginer peut-être un plan guide qui soit un peu plus vaste, qui permette d'articuler en fait tous les sujets qui ont été les nôtres dans le passé et qui pourraient advenir dans l'avenir. Donc, on a déterminé ce périmètre qui pourrait paraître arbitraire, mais qui correspond à une triple logique géographique. D'abord, c'est le bassin versant du Lot, confluence de plusieurs talwegs à partir de cette ligne de crête. Une logique programmatique, puisque dans ce périmètre, on rencontre à peu près tous les équipements publics de cette commune. Et puis une logique foncière aussi, puisque l'ensemble de ce périmètre est entièrement public, donc la collectivité a la possibilité d'y travailler. Alors, pourquoi un plan guide ? En fait, pour nous, c'est une sorte d'outil opérationnel, qui permet aussi de fabriquer un récit, à la fois pour les élus, mais aussi pour les habitants et pour l'équipe de maîtrise d'œuvre, qui est installée sur ce territoire depuis maintenant 25 ans, presque 24 ans exactement. Donc, on a fait ce choix de travailler dans les territoires ruraux. On est une équipe d'une vingtaine de personnes réparties entre le Rouget et Clermont-Ferrand.
Et donc ce plan guide, il a pour vertu de fabriquer une sorte de récit auquel on est capable de s'identifier et se reconnaître. C'est aussi parler des milieux dans lesquels on vient s'installer, imaginer notre rapport au vivant, c'est de parler de la question des usages existants, mais ceux qui pourraient aussi advenir dans le futur. C'est identifier les parcours, la question des mobilités actives, par exemple, mobilité douce, à pied et à vélo, sachant que, comme beaucoup de territoires ruraux, le Rouget est caractérisé par des aménagements qui sont très routiers, tout est fait pour la voiture, donc les déplacements piétons sont quand même très compliqués, y compris pour aller à l'école. C'est identifier aussi les seuils de ce qui pourrait devenir un parc habité. Le Rouget, oui, c'est un peu comme chez vous, même c'est pas du tout la même topographie, c'est plutôt des espaces ouverts, c'est-à-dire que c'est pas un bourg constitué, on est plutôt sur quelque chose de très lâche où la question du paysage est extrêmement importante. Quand on se promène à Garin, on a, je trouve, cette ambiance-là. C'est plutôt une collection des objets construits assez dispersés, finalement, dans un territoire, pour le coup, ici, très horizontal, mais où la question de l'agriculture, la question de la forêt, des milieux naturels est très importante. Donc on a aussi essayé de mettre en évidence qu'est-ce qui faisait la spécificité de ces milieux dans notre territoire. C'est identifier aussi tous les espaces mutables, qui pourraient accueillir de nouveaux programmes, y compris des logements, sous d'autres formes. C'est aussi une manière de freiner l'artificialisation des terres agricoles en périphérie, qui sont sans cesse grignotées pour créer de nouveaux espaces habités sous forme de pavillonnaires, ou de lotissements, ou tout simplement de dispositifs qui font que les maisons s'égrènent le long des parcours, des routes. Et puis c'est aussi réfléchir à la question de l'autonomie énergétique. J'en parlerai dans la présentation tout à l'heure, avec la création d'un petit réseau de chaleur qui alimente les équipements publics et qui à terme pourrait aussi répondre à des besoins de particuliers. Bref, c'est à la modeste échelle de notre commune, c'est essayer de répondre aux enjeux du XXIe siècle et finalement de répondre aux crises dans lesquelles nous sommes englués et qui ne font que s'aggraver dans les décennies qui viennent. Donc ce travail, il a pris la forme de cette carte, qui est presque plus importante pour nous autres concepteurs que pour les élus, puisque finalement le rapport avec les élus est très intéressant. Il passe plutôt par des formes d'oralité, c'est-à-dire que c'est plutôt on entretient le récit plutôt à l'oral. Le maire du Rouget, par exemple, il parle sans cesse du plan guide, mais il ne le sort jamais. Mais c'est ancré dans sa tête, et l'ensemble des élus. Régulièrement, quand il y a des élections, on vient représenter en fait le plan guide aux nouveaux élus pour qu'ils s'en emparent et que ça devienne un outil de partage pour penser en fait le territoire, qui n'est pas facile à appréhender parce que c'est un territoire à la confluence de plusieurs Telveg, distendu, avec beaucoup de transformations qui ont aussi altéré le territoire, dont il s'agit maintenant de le réparer, finalement, plus que de l'aménager. On a fait des petits croquis comme ça avec les paysagistes qui sont intégrés dans l'agence d'architecture pour montrer la qualité des milieux dans lesquels on s'insère. C'est-à-dire que si les choses n'ont pas, si on ne met pas des mots sur les choses, elles n'ont pas d'existence, donc on n'y prend pas soin. Donc on a montré qu'il y avait des pelouses sèches, il y avait des prairies, des talus, des prairies humides, aussi des répulsives, c'est-à-dire la végétation spontanée qui apparaît au bord des cours d'eau, des situations de lisière, des prairies sous-futées, des choses comme ça. Voilà. Donc on a mis des mots sur des choses pour qu'elles prennent une existence et pour montrer que finalement la question du parc, c'est-à-dire cet imaginaire, se dire qu'on habite un parc, en fait, recouvre des réalités qui sont déjà là, en fait, et sur lesquelles on peut rebondir pour plutôt le consolider plutôt que de continuer à le dégrader, en fait. Donc là, je vais vous montrer quelques actions qui sont déclinées en fait dans les dernières années. La première a consisté à transformer l'ancien foirail. Dans tous les villages du Cantal, il y avait un foirail. On y vendait les bovins. Voilà, c'est des espaces publics très importants, mais qui sont devenus désuets, puisque aujourd'hui, les broutards, j'en parlais à midi, donc qui sont nés d'une vache, d'un salaire, et d'un taureau charolais,
est élevé quelques mois dans le Cantal et ensuite part en semi-remorque dans la plaine du Pô pour finir en escalope milanaise. Donc en fait, il n'y a plus de transactions sur les foirailles maintenant. C'est fini, tout ça c'est à l'échelle mondialisée. Et donc le broutard, tant qu'il reste dans le Cantal, il est à peu près heureux. Et puis après, quand il prend le semi-remorque, là, ça devient plus compliqué. Donc plus de foirailles depuis des décennies. Et en même temps, une situation intéressante parce qu'au bord de sur la ligne de crête, vous avez le village rue, voilà, qui est très linéaire, où on trouve tous les commerces, tous les services. Et puis en contrebas, vous avez les équipements scolaires et les premiers équipements de loisirs qui sont apparus à partir des années 60. Oui, parce que j'ai oublié de mentionner qu'en 1945, les habitants ont demandé leur indépendance administrative et donc la commune a été créée en 1945. Donc il y a une sorte de centre civique qui est apparu en fait sur cette ligne de crête avec une église, une mairie, une poste, des équipements sportifs, une école, etc. Et donc le foirail, il remplit plusieurs objectifs. C'est un grand parking pour le marché, mais c'est aussi un lieu festif où, par exemple, vous avez ici une sorte de vide-grenier organisé par une association locale. Et du coup, le parking passe dans la prairie en face. Et puis, ça a été l'occasion, sur ces aménagements extrêmement simples et très peu coûteux, de commencer à fabriquer des charpentes de mobilité active pour que les habitants se déplacent à pied, non plus en voiture, pour aller amener leurs enfants à l'école. Il faut imaginer qu'il y a encore moins de 10 ans, en fait, tous les parents amenaient les enfants en voiture à l'école, y compris pour faire 500 mètres. Un autre sujet, toujours dans ce grand périmètre, c'est la mutation en fait, de ce plan d'eau. Vous voyez qu'un héritage des années 90, comme on trouve dans beaucoup de territoires, notamment du Massif central, un plan d'eau artificiel qui avait pour vertu, pour objectif d'attirer des touristes. Donc il y a un petit village de vacances avec des habitats légers de loisirs, un centre de remise en forme. Sauf que ce plan d'eau pose pas mal de difficultés aujourd'hui parce que en fait, les débits sont insuffisants, donc l'eau n'est pas impropre à la baignade, etc. Et puis il y avait des habitudes aussi qui consistaient à rabattre systématiquement la répulsive. On ne sait pas trop pourquoi. Il fallait que ce soit propre, dans une sorte de culture hygiéniste qu'on connaît bien, hein, qui a fait des ravages dans les ruralités. C'est-à-dire que dès que vous avez des arbres un peu trop hautes, tout le monde pense que c'est sale. Voilà. Je pense que vous avez à peu près les mêmes problématiques ici, où c'est en train de changer petit à petit, mais bizarrement, de l'herbe, c'est sale, alors que des produits chimiques qui sont balancés dans les prés, c'est propre, alors qu'on va tous en mourir. Bref, il y a quand même un gros travail à faire pour changer en fait notre manière de considérer les territoires ruraux. Et donc là, on a en fait fait un plan de séquences autour du plan d'eau qui pouvait être conservé en fait tel quel, laissé naturel, pour par ailleurs améliorer l'expérience qui consiste à faire le tour du plan d'eau, parce que si c'est pour toujours voir le plan d'eau de la même manière, c'est pas très intéressant, alors que si on laisse en fait les rejets pousser de manière très naturelle, ça améliore considérablement la promenade, ça améliore la qualité de l'eau, ça fabrique un abri pour la faune, etc. Donc il y a eu tout un travail autour du plan d'eau, c'est très simple. Hein. Il n'y a pas besoin de plan AutoCAD ou de modélisation sur Revit ou en 3D. En fait, on chausse les bottes, on prend une bombe de peinture, on trace des nouveaux chemins, on se met d'accord sur un plan de gestion différencié. Et voilà, c'est très simple. C'est des choses que j'adore. Et en même temps, je suis capable de dessiner un truc au 5e, hyper précis, hein, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, je pense que le positionnement de l'architecte au XXIe siècle, c'est justement de savoir adapter les outils au contexte et à la commande, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de demander un relevé de géomètre, par exemple, qui coûte très cher, etc. Ça, c'est un tas d'autres actions qui sont déclinées ces dernières années. Des terrains de pétanque. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une demande, par exemple une association qui va voir les élus pour créer un nouvel équipement, c'est l'opportunité pour créer une nouvelle pièce de ce parc habité. Et la difficulté, elle est là pour nous, c'est de maintenir cette espèce d'exigence qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau projet, il faut qu'il soit qualitatif, il faut qu'il fabrique en fait une nouvelle pièce de ce parc, qui soit un espace passant. Je ne sais pas ce que c'est, ça.
C'est un téléphone peut-être. Voilà. Donc je disais simplement que voilà, chaque nouvelle opportunité, il faut en faire une pièce du parc. Un autre exemple ici, des jardins potagers. Voilà. Là, il a fallu que je me batte 6 mois pour éviter en fait, le grillage plastique vert que la communauté de communes avait acheté avec un groupement de commandes. C'est catastrophique en fait. Vous voyez, vous avez des logiques comme ça contre lesquelles il faut se battre qui en fait continuent à rendre nos territoires génériques avec des habitudes comme ça. Alors on peut les comprendre parce que ça permet de baisser le prix en fait du grillage. Mais ça banalise le territoire et ça le rend générique et on n'a pas envie de l'habiter. Alors que, par exemple, là, les potagers, c'est à l'entrée du Rouget, c'est essentiel. C'est le premier espace qu'on traverse quand on rentre dans la commune. Et puis, voilà, c'est aussi un travail très simple qui consiste à accroître en fait, tous les parcours de mobilité active. Là, c'est par exemple un chemin de 500 mètres de long qui vient d'être inauguré l'année dernière, qui permet en fait, à l'ensemble des habitants du centre-bourg d'aller au territoire de loisirs du Plan Bleu sans prendre la voiture, y compris le long de la route départementale qui est très passante. Donc là, c'est pareil, c'est un travail très simple, mais et là, je vous assure, il n'y a pas besoin d'envoyer dans les boîtes aux lettres le mode d'emploi de ces nouveaux parcours. Vous installez ces parcours, et le lendemain, en fait, les habitudes changent. Voilà. Donc, les pratiques changent en l'espace de quelques semaines. Donc ils ne prennent plus la voiture, les gens. Donc c'est pas... Voilà, c'est pas... Je le dis, parce que chaque fois, des fois, on me dit que je suis un peu idéaliste, etc. Mais je ne pense pas. Des fois, il y a des gros objets construits aussi, comme ici, dans le parc. C'est un équipement très intéressant qui articule un programme de la commune et un programme de la Comcom, avec donc une médiathèque et des espaces qui feront centre de loisirs et qui sont aussi dédiés aux associations pour des pratiques type yoga où les personnes âgées jouent à la belote ou à la manille. Et on a placé l'édifice de telle sorte à ne pas créer de nouveaux parkings. Donc là, on l'a positionné à côté des plateformes que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc 0 parking en plus, donc mutualisation. Et c'est aussi, j'en parlais tout à l'heure, l'occasion de travailler avec les ressources locales. Et donc de faire ce travail, en fait, si vous voulez, dans ce territoire-là, il y a très peu d'ingénierie publique. Donc en fait, vous faites tout, du programme jusqu'à la maîtrise d'œuvre. Et comme vous êtes aussi à l'amont, vous êtes capable d'essayer de condenser le programme. Voilà, vraiment le condenser, de mutualiser un maximum d'espace pour réserver une partie du budget à la qualité matérielle des lieux. Souvent, on fait trop grand. Donc, et comme on a le budget, il reste fixe. Eh bien, ce qui en pâtit, c'est la qualité matérielle et la qualité, voilà, par exemple, la performance de l'enveloppe, etc. Et la question des ressources du territoire qui, évidemment, sont plus chères que de faire venir des matériaux qui, malheureusement, viennent de beaucoup plus loin. On travaille aussi sur des projets de transformation, comme ici l'ancienne mairie des années 60. Un énorme travail là, qui a bénéficié de plans de relance juste après la Covid-19. Donc là, avec un travail intéressant parce que c'est à la fois une réhabilitation thermique, la mise en conformité par rapport à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, mais aussi, en fait, le sujet thermique dépasse simplement la question de l'enveloppe, mais aussi l'intégration du réseau de la chaudière du réseau de chaleur qui prend place maintenant dans les garages de ce bâtiment-là, qui était autrefois destiné en fait, à abriter les véhicules de la Poste. La Poste, vous savez, elle n'est pas en grande forme, puisque maintenant, plus personne n'envoie des courriers, mais plutôt des courriels. Et donc, il y a beaucoup moins d'activités. Et donc, eh bien, il y avait ces très grands garages au rez-de-chaussée qui pouvaient être utilisés à d'autres fins, et ici, en l'occurrence, pour la chaufferie collective. Alors là, il y a une espèce de parvis qui préfigure la transformation de toute la place du village, pour lesquels la collectivité n'avait pas encore les moyens pour la transformer. Donc on commence petit à petit quand même à fabriquer un registre qui pourrait devenir celui de la transformation de la place. Ici, côté terrasse, l'ancien poirail dont je parlais tout à l'heure, il y a aussi l'idée de faire retourner la mairie aussi de ce côté-là, plein sud, et d'avoir une sorte de terrasse qui vient prolonger la salle du conseil municipal et la salle des mariages, voilà, un espace en belvédère sur le parc que je décrivais tout à l'heure. Et puis vous voyez le garage là à côté, qui accueille en fait la chaudière collective, enfin du réseau de chaleur plutôt. Quelques photos à l'intérieur qui montrent aussi
l'importance de qualifier avec, voilà, avec un certain raffinement l'intérieur de ces édifices. Moi, je défends l'idée qu'en fait, dans ces territoires-là, du Massif central, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, hein, mais en fait, pour qu'ils soient attractifs, il faut tendre vers une forme d'excellence. Sinon, et si on n'a pas les moyens, il vaut mieux faire beaucoup moins. Mais par contre, ce qu'on fait, il faut le faire bien. Je pense. Enfin, moi, c'est ce que je défends en tout cas. Le parc des équipements. Ça, c'est à Cancon. Donc là, c'est suite à un plan guide. Là, en fait, pourquoi je vous montre ces deux projets l'un après l'autre, c'est que au Rouget, voilà, c'est un travail comme ça, un peu de sur des temps très longs. Il n'y a pas de cadre juridique très clean, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on nous confie des missions comme ça tous les ans. Donc ça pourrait être diversement accueilli, par exemple en préfecture, au moment de voilà. Mais bon, pour le moment, il n'y a pas de souci. À Cancon, c'est différent. Il y a de l'ingénierie publique et donc du coup, il y a là concours de maîtrise d'œuvre, plan guide. Marché subséquent, donc il y a un cadre contractuel qui est tout à fait adapté en fait, et qui permet aussi d'accélérer tout ce que je viens de raconter au Rouget. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'à Cancon, on a fait en 2 ans ce qu'on a fait au Rouget pendant pas loin de 10, quoi. Enfin, j'exagère, mais à part les édifices. Mais en tout cas, vous voyez, sur les espaces publics, ça a été une sorte de formidable accélérateur parce qu'il y avait un CUE très dynamique, un syndicat mixte dynamique. Voilà, une collectivité aussi très engagée. Donc on a concentré en fait l'effort plutôt dans la ville basse. Voilà, Cancon, c'est un petit village sur un éperon rocheux avec un passé plutôt médiéval, avec un château qui a disparu sur la butte. Et dans on va dire en bas du village, plutôt dans la plaine, en fait, ce que moi j'ai appelé le parc des équipements, c'est là qu'on trouve tous les équipements publics. Voilà. Mais vous savez, comme un peu partout en France, tout ça mal relié, c'est une sorte de pièces autonomes qui ont du mal à communiquer entre elles. Et l'idée, c'est de refabriquer une relation entre toutes ces entités et fabriquer une sorte de parc passant. Voilà, on passe de l'image de gauche avec une sorte de nappe, voire même de marée d'enrobés qui recouvre tous les espaces publics, à la situation de droite, qui est la première tranche de travaux, et qui permet de désimperméabiliser les sols, d'organiser les parcours piétons surtout pour les enfants, hein, parce que les enfants vont de l'école qui est au nord, au centre-bourg où il y a la bibliothèque, et à l'entrée du village où il y a le centre de loisirs. Et donc tout le projet est organisé autour des parcours des enfants, en fait. On est parti de cette idée très simple. Et du parcours de l'eau, parce qu'il y avait des grosses difficultés, voilà, des surfaces étanches, du coup ruissellement, du coup engorgement du réseau, des grosses problématiques, voilà, très techniques, hein, voilà. Et là, l'idée, c'est de désimperméabiliser, fabriquer des jardins d'eau, c'est-à-dire considérer finalement la question de l'eau comme une opportunité, non pas comme un problème. Et donc on a ces ouvrages hydrauliques qui permettent à la fois de stocker l'eau et de fabriquer en fait ce parc des équipements que j'évoque. Il y a aussi une sorte d'arboretum que nous avons planté qui permet d'accompagner les parcours des piétons. Une photo avant travaux, on voit cette nappe d'enrobés, des logiques d'enclave, comme ça, de petits espaces publics contigus mais qui ne communiquent pas entre eux. Du coup, à ce grand espace ouvert, c'est à peu près le même point de vue, avec les parcours des enfants qui sont organisés de telle sorte à ce que ces groupes d'enfants puissent en fait devenir prioritaires sur la circulation plutôt que les automobilistes. Voilà. J'enclenche sur les espaces publics considérés, même si je ne fais que parler de ça hein, depuis le début, en fait, en réalité. Mais là, je vais cibler vraiment sur un tout petit village qui s'appelle Chalier, qui est dans le Cantal. Cette fois-ci, sur une ligne de crête. Là, une situation incroyable, au-dessus de la Truyère. Voilà, c'est un petit village-rue qui termine en cul-de-sac, dans un méandre de la Truyère qui est un affluent du Lot. On se trouve en Margeride cantalienne, pas très loin de l'autoroute A75, où là, en fait, les élus devaient reprendre l'ensemble des réseaux, parce qu'il y avait de gros problèmes d'adduction d'eau et d'assainissement. Et donc, plutôt que de faire ça bêtement, voilà, de refaire tous les réseaux et de remettre dans l'enrobé, ils sont inscrits dans un dispositif porté par le conseil départemental à l'époque. Là, c'est un projet ancien, ça a plus de 10 ans. C'était en 2014, je crois, quand on l'a livré, et le projet a pris 7 ans. Il y a aussi notre rapport au temps hein, dans les projets qu'on fait dans les ruralités. Je ne sais pas si c'est votre cas ici, mais en tout cas, voilà, il faut
Il faut accepter que tout prenne un peu de temps, mais c'est pas mal aussi parce que du coup, on reconsidère le projet. Il y a une sorte de sédimentation comme ça. Des fois, on les remet en cause et on les rend plus intelligents, je pense. En tout cas, moi, ça m'intéresse, cette espèce de lenteur qui est intéressante. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que dans les métropoles, ça soit beaucoup plus rapide en réalité, parce qu'il y a là, pour le coup, d'autres problématiques, dont la complexité du jeu d'acteurs. Moi, ce que j'adore à la campagne, c'est que le maître d'ouvrage, il est là toutes les semaines, on lui parle. Le maire est là. Il est là à toutes les réunions de chantier. Et donc, on peut travailler avec lui de manière très directe. Alors que dans une métropole, le maire, on ne le voit jamais. Et c'est normal, hein. Voilà, il a plein de services et tout ça. Puis, chacun a un rôle très, très précis. Donc, Chalier, je reviens, je m'égare un peu là. Donc, Chalier, 3 petites placettes. Enfin, comment dire ? La difficulté, c'est organiser à la fois la reclassification d'espace public, mais aussi, en fait, la vie du quotidien des habitants, c'est-à-dire notamment le stationnement. Comment on stationne dans un village-rue avec une rue très étroite, etc. Et donc, on avait repéré finalement dans ce village-rue 3 surépaisseurs qui permettaient d'imaginer 3 petites placettes très polyvalentes, à chaque fois adossées à un patrimoine remarquable et avec une vue incroyable sur le grand paysage. Donc on s'est concentré là-dessus, puis c'est une question économique aussi, hein. Donc on va mettre plus d'argent sur ces 3 petites placettes, et puis le reste c'est très extensif. Donc la première placette, c'est très simple, c'est un tapis comme ça en granit de Lozère, du département voisin, qui vient en fait, on va dire, entourer ce perron, c'est une sorte d'agrafe comme ça, un perron de cet ancien presbytère. On en parlait à midi, voilà, qui est en attente de mutation, de trouver un programme et d'un financement pour envisager sa transformation, avec des problématiques aussi complexes, hein, parce qu'il va falloir le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite si c'est un ERP, donc un établissement de recevement du public. C'est pas simple. Donc, en tout cas, les élus ont eu l'intelligence de refaire toutes les couvertures pour protéger le patrimoine, et on a fait ce petit traitement. Voilà, pour qualifier le perron. Ici, c'est la deuxième placette qui est en contrebas de l'église. Il faut imaginer que l'église est dans le dos en fait, du photographe là, qui prend cette photo. Donc il y a une sorte de promontoire comme ça. Et là, voilà, c'est un espace avec une géométrie plus complexe, une topographie aussi plus chahutée, avec des parcours qui permettent d'accéder aux coteaux qui étaient autrefois cultivés. Et là, en fait, finalement, on a travaillé plutôt en creux, c'est-à-dire on a enlevé beaucoup de choses pour retrouver cette vue sur le grand territoire et vers la vallée de la Truyère. Aménager ces petites marches là qui permettent de faciliter le stationnement. Et au-delà des voitures, vous avez un petit ouvrage qui est une sorte de petit belvédère, voilà, petite échelle, hein, donc à la mesure de l'économie de ce territoire, hein, mais qui permet à la fois aux habitants et aux visiteurs de venir au-delà des voitures pour avoir cette vue incroyable sur la vallée de la Truyère. Et la troisième placette, elle est en fait à l'extrémité ouest du village. Et en fait, c'est comme si on avait pris la façade de la mairie, qu'on l'avait rabattue au sol, et ça dessine une toute petite placette qui permet d'organiser les stationnements, un banc qui permet d'arrêter les voitures, mais aussi de s'installer pour avoir le paysage en face, la petite rampe latérale qui permet à l'agriculteur d'accéder à sa prairie qui est en contrebas. Et puis le dernier sujet, c'est évidemment comment en fait, requalifier la voie qui permet de desservir l'ensemble du village-rue. On a du coup décidé d'avoir une largeur constante minimum, la plus étroite possible, pour élargir en fait, les pieds de façade, parce que toutes ces maisons n'ont pas de jardin. Tous les jardins sont sur le coteau, donc les jardins sont déconnectés des maisons. Donc l'idée, c'est aussi de mettre à distance les voitures et de faire en sorte que en fait, les pieds de façade soient un peu plus habités, plantés et entretenu par les habitants. Il y a beaucoup de résidences secondaires aussi, hein. Et puis le gros sujet en fait, de ce territoire, c'est aussi la question de ce que moi j'appelle le petit patrimoine d'aujourd'hui. De la même manière qu'au XIXe siècle, on prenait soin de dessiner le lavoir, le métier à ferrer les chevaux, ou je sais pas quoi, le four banal par exemple. Eh bien aujourd'hui, alors à l'époque, c'était les menus services rendus à la population. Et bien aujourd'hui, les menus services rendus à la population, c'est le tri sélectif, c'est les poubelles, l'éclairage public, les panneaux directionnels ou touristiques. Et tout ça, c'est en fait des opportunités pour créer des micro-architectures qui peuvent être très soignées plutôt que d'acheter des objets sur catalogue. Et ça peut être aussi l'opportunité de transformer des petits patrimoines bâtis existants, comme ici une ancienne bascule qui ne servait plus et qui a été réhabilitée, transformée en un local poubelle à l'entrée du village, en convoquant aussi des savoir-faire
qui ont tendance à se perdre dans ce territoire, puisqu'il y a un vieillissement de la population, et donc des artisans, et donc la disparition progressive des savoir-faire. Donc c'est aussi une manière d'entretenir ces savoir-faire. Autre exemple, à Mandaille, on est toujours dans le Cantal, mais là on est dans une des 7 vallées qui rayonnent autour des monts du Cantal. Et à Mandaille, là, c'était un très beau programme qui articulait des questions d'urbanisme, de paysage et d'architecture. Donc avec la requalification des espaces publics en entrée de ce village, voilà, en fond de vallée. La transformation de l'ancienne école désaffectée en un espace pour accueillir des sportifs, donc des trailers, des VTTistes, des parapentistes, des cavaliers. Et puis, les espaces publics, il fallait organiser aussi le stationnement, parce que c'est un lieu très touristique l'été. Et donc, on a proposé dans ce projet, comme on est en grande proximité avec les maîtrises d'ouvrage, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a proposé de changer un peu le programme et de ne pas faire le grand parking demandé, mais plutôt de valoriser un délaissé en amont du village, un délaissé routier, vous savez, et qui nécessitait seulement de faire une petite passerelle pour que, en fait, une fois qu'on pose sa voiture, on puisse retourner au bourg en longeant le village. En fait, un petit chemin, là, il y a un chemin qui permet de revenir au village sans prendre la route départementale qui est un peu étroite et un peu dangereuse avec tous les camping-cars en période estivale notamment. Donc voilà. Cette photo aérienne qui montre la halle, voilà, qui se distingue en fait des autres édifices, mais curieusement, en fait, elle fait directement écho à toutes les granges étables qu'on voit dans la vallée, qui étaient autrefois couvertes en chaume et qui ont été, à partir des années 50, couvertes en acier galvanisé qui a fini par rouiller. Donc des tôles comme ça qui deviennent de teinte rouille. Et donc on s'est inspiré finalement de la grange étable tant par sa typologie que par sa matérialité pour dessiner cette halle qui reprend tous les codes de cette architecture traditionnelle, implantée à l'orthogonale, hein, comme toutes les granges étables en général, pour accéder aussi bien aux 2 niveaux. Alors là, c'est une halle, donc il y a un seul niveau, mais voilà, ça reprend ces codes-là, y compris dans la proportion des ouvertures. Et c'est comme si on avait finalement évidé les grands murs gouttereaux, comme on les appelle, hein, support de la gouttière, même s'il n'y en a pas là, pour le coup, parce qu'on laisse couler l'eau. Mais donc il y a une sorte de référence immédiate à la grange étable, y compris par en fait, le dessin de sa charpente, qui est une charpente qu'on appelle non hiérarchisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des fermes, des pannes, des chevrons et une volige. En fait, c'est directement une succession très rapprochée en fait, de couples, comme ça, c'est comme ça qu'on les appelle dans le pays, avec une volige qui vient directement franchir d'arbalétrier à arbalétrier. Donc c'est une réinterprétation de la charpente traditionnelle et en même temps avec la ressource d'aujourd'hui, c'est-à-dire les nouvelles ressources, c'est-à-dire le Douglas. Autrefois, on faisait des charpentes en chêne ou en frêne dans ces territoires-là. Et vous savez, comme beaucoup de territoires français, à partir notamment de l'après-guerre, notamment dans le Massif central, dans les Vosges par exemple, il y a eu toute une campagne qui a visé à finalement planter des forêts de résineux, Douglas essentiellement, mais aussi épicéa ou mélèze, beaucoup moins, mais voilà, beaucoup de Douglas surtout, qui ont finalement non pas remplacé des forêts de feuillus, mais qui ont plutôt occupé en fait des pâturages de fermes dont les agriculteurs étaient partis en fait dans les métropoles pour garnir les rangs de l'industrie naissante et l'industrie se développant notamment dans l'après-guerre. En fait, le Cantal est un territoire d'émigration, hein. C'est-à-dire ma propre famille à partir du 19e siècle, en fait, seul l'aîné restait dans le Cantal, mais tous les autres partaient. En Espagne d'abord, pour devenir boulanger, notamment, et puis après en région parisienne, voilà, avec l'avènement de l'industrie, etc. Donc tout ça pour dire qu'en fait le territoire s'est beaucoup transformé en fait dans le XXe siècle et avec toutes ces forêts nouvelles, de ces forêts qui aujourd'hui arrivent à maturité, qui peuvent être convoquées en fait dans l'architecture. Et puis là, c'est la petite passerelle qui est la commande en plus, là, qui permet d'enjamber la Jordanne, qui est le cours d'eau local, et qui permet d'articuler en fait, ce délaissé routier. Vous pouvez imaginer que l'été, c'est rempli de camping-cars, avec le petit chemin qui est de l'autre côté. Vous voyez la référence d'ailleurs
de la grange étable sur la gauche là, de l'image, qui est une sorte de une reprise assez directe de cette typologie-là. Rendre désirables les petites centralités, gros sujet qui me passionne, hein, c'est comment en fait faire en sorte qu'on continue à habiter nos petites centralités. Eh bien, la première chose, au travers de cet exemple, je vais montrer un équipement public. La première chose, c'est de garder ces équipements publics dans les centralités plutôt qu'elles partent dans les périphéries. Parce qu'on peut parler de périphérie rurale. En fait, on ne compte plus le nombre de bourgs en France où finalement tous les équipements publics ont quitté en fait les centralités pour venir, pour des raisons pratiques, hein, de stationnement, etc., pour venir en fait se reconstruire finalement en captant en fait le trafic routier, par exemple. C'est la même chose pour les commerces. Voilà, donc ça c'est une petite école que nous avons fait en Saône-et-Loire, dans un bourg de 1000 habitants, à Azé exactement. Vous voyez l'école, on la devine à peine. Elle est cachée un peu par les feuillages là. Alors là c'est à Azé, vous avez les coteaux qui sont avec des vignes, et puis dans le Talweg vous avez le village à proprement parler. Et l'architecture de cette école reprend les codes de l'architecture vernaculaire en calcaire, cette fois-ci, avec des grandes pentes comme ça en tuiles. Alors là, on a interprété le PLU à notre manière, hein, c'est-à-dire il fallait absolument avoir un bâtiment à 2 pentes. Bon, on l'a fait, mais on a séparé un petit peu les 2 pentes pour avoir un bi-éclairage de toutes les salles de classe. Bon, ça a été accepté par tout le monde, on a eu de la chance. Et puis le préau qui était destiné à être démoli, eh bien, on l'a conservé pour en faire l'entrée de l'école, le seuil, finalement. C'est une sorte de grande loggia à l'italienne, vous voyez. Et ça devient, à la fois, ça garde sa fonction de préau, mais c'est aussi l'entrée de l'école. Et puis, pareil, ce pauvre noyer était destiné à être coupé, et on a plutôt construit autour. Voilà quelques vues autour du noyer. Autre exemple, c'est dans le Puy-de-Dôme, cette fois-ci à la Monnerie de Montel, où là, l'objectif, la commande, c'était de recréer 2 commerces et 6 logements dans un ancien patrimoine industriel de la fin du 19e siècle. La Monnerie de Montel, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas très loin de la vallée de la Dore, cette vallée industrielle rurale entre Thiers et Ambert, avec l'industrie du couteau, etc. En fait, un territoire industriel qui s'est complètement effondré, qui s'est même paupérisé et qui s'est périurbanisé aussi. Et donc là, il y avait un côté un peu démonstratif, c'était de montrer comment, en fait, ces logements pouvaient trouver des dispositifs spatiaux qui devenaient désirables. C'est-à-dire comment on crée des logements qu'on ne pourra jamais trouver dans un tissu pavillonnaire. Donc là, par exemple, il y a 3 logements qui sont des duplex avec une mezzanine, avec des doubles hauteurs, qui permet de rendre désirable tout simplement le fait d'habiter dans un petit centre-ville. Et puis il y a 3 logements aussi qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et desservis par une petite cour. Chacun des logements dispose d'un accès individualisé et d'une loggia qui permet de prolonger en fait le séjour. Là c'est pareil, c'est une sorte de... c'est comment on trouve les attributs qu'on rencontre normalement dans l'habitat individuel, comment on le réinterprète dans l'habitat collectif pour le rendre désirable. Alors habiter les toitures, ça c'est un peu de mes marottes. Hein, voilà. Moi j'adore ce tableau là du 18e siècle, un tableau de Venise qui montre comment dans un territoire extrêmement dense, en fait, on se permet d'aller construire ce qu'on appelle des altanes, c'est-à-dire des terrasses qui sont sur des petits pilotis qui viennent en fait se greffer sur les toitures des immeubles. Eh bien, moi, je pose la question suivante, pourquoi en France on n'y arrive pas, quoi ? Pourquoi on n'arrive pas à faire ça, en fait ? Voilà. Comment ça se fait que nos règles d'urbanisme, elles n'autorisent pas la mutation de ces centralités qui, du coup, sont en train de tout s'effondrer, quoi. Parce que en fait, c'est quand même légitime de pouvoir avoir une terrasse, comme ici, chez un de mes confrères à Saint-Céré, un ami architecte, qui, au bout d'à peu près 1 an, a réussi à convaincre enfin l'architecte des bâtiments de France de pouvoir transformer sa toiture de son petit immeuble de Saint-Céré pour aller chercher une vue sur le coteau en face. Et donc vous
passer d'une situation avec une pente comme ça, avec un pauvre Velux, sans relation au village, sans aucune relation au paysage, sans générosité spatiale, à une situation comme celle-là où vous avez du coup un extérieur, une vue sur le grand territoire et beaucoup de lumière naturelle. Un autre exemple à Aurillac, préfecture du Cantal, où là, il s'agissait de transformer cette ancienne gendarmerie 19e en 4 logements sociaux avec des loyers conventionnés. Donc ça, c'est dans le cadre de l'Action Cœur de Ville. Hein. Donc c'est un projet privé avec donc ces 4 logements, 2 T4 et 2 T2. Et là, ce qu'on a proposé, c'est d'insérer en fait entre les 2 immeubles des grandes terrasses qui font entre 12 et 15 mètres carrés, qui permet d'attraper une vue sur le paysage lointain, qui, de mon point de vue, est une nécessité. C'est-à-dire que si vous voulez faire la démonstration que c'est désirable d'habiter une petite centralité, eh bien, faut s'en donner les moyens, quoi. Et c'est légitime. Voilà. Puis ça dégrade pas le paysage urbain. Mais vous voyez, faire ça, c'est compliqué. Il faut faire preuve de beaucoup de force de persuasion, parce que c'est pas évident encore. C'est-à-dire qu'on a encore des documents d'urbanisme qui sont un peu, si vous voulez, qui mettent l'accent sur la question de la conservation et non pas la question de la création. Et à un moment donné, comment les deux arrivent à se rencontrer, quoi. C'est ça que j'essaie de faire atterrir, c'est cette nécessité parfois de sortir de dispositifs un peu dogmatiques pour lesquels en fait on met un peu sous cloche nos territoires et on n'arrive pas à les transformer. Et puis parfois, eh bien, on peut dédensifier. Moi, ça me pose aucun problème. Dans des territoires où vous avez une démographie atone, voire décroissante, eh bien, pourquoi pas, en fait, déconstruire, trouver des vides, comme ici. C'est une photo que j'ai prise d'un petit projet que je ne connaissais pas, qui est en Aveyron. Vous voyez, en fait, l'architecte ou le paysagiste, je ne connais pas le concepteur, hein, finalement, il a gardé les traces de cet ancien îlot. Alors, c'est très simple, on en pense qu'on en veut, mais ce que je trouve intéressant, c'est que, finalement, il donne de la valeur au patrimoine bâti que vous avez gardé, en l'ouvrant à la lumière, en l'ouvrant au paysage, et en même temps, ça ne génère pas en fait des situations de curetage comme on le voyait dans les années 80, vous savez, où on a beaucoup démoli, mais sans projet. Et du coup, on se retrouve avec des pignons absolument immondes, et puis à chaque fois du parking. Donc, ça, c'est pas la solution non plus, évidemment. Voilà, donc il faut le faire avec intelligence et puis avec des personnes qui sont qualifiées pour reconnaître le patrimoine, quoi, hein. Voilà. Donc, je dis pas que c'est forcément une solution, mais en tout cas, ça peut l'être sous réserve que des précautions soient prises. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça, c'est un exemple que j'ai pris en photo à Hong Kong. Vous savez que Hong Kong, c'est incroyable, c'est une mégapole, mais en fait, il y a plein de territoires ruraux qui sont complètement effondrés. D'ailleurs, c'est devenu les territoires de loisirs des métropolitains hongkongais. Finalement, tous les territoires ruraux où autrefois on voyait des rizières, etc., ont complètement disparu, et c'est une forêt en fait tropicale où vous marchez au milieu des singes. Et il y a encore des villages comme ça qui sont complètement perdus. Et aujourd'hui, il y a une politique qui tendrait peut-être à faire réhabiter ces lieux. Et en tout cas, là, je trouvais cet exemple très beau où en fait ces ruines sont devenues une extension de l'espace public dans ce petit village. Je suis un peu long, non? C'est bon? Il y a encore 2 points. Hein. Densifier le périurbain. Bon, c'est plutôt la question de la ville moyenne. Hein. Là, c'est 2 exemples à Limoges. On va dire les abords ouest de Limoges en direction de l'aéroport. Où quelque part on peut poser la question à la fois de la densification et du caractère qu'on pourrait donner à tous ces tissus pavillonnaires qui sont notre héritage aujourd'hui, un héritage considérable en termes de surface. Et en fait, on pourrait se dire que peut-être c'est les cités-jardins de demain. Peut-être. Et en tout cas, des opérations de densification comme celle-là, de projets assez denses, avec peut-être 50 logements à l'hectare ou un truc comme ça, de maisons individuelles, tout accolé, avec des typologies qui peuvent varier, avec un budget aussi qui est consacré vraiment à la question du paysage, au préverdissement.
voilà, moi je trouve que ça peut devenir aussi des solutions dans certains cas de figure qui me paraissent, en tout cas moi qui m'intéressent, sous réserve que en fait la question du paysage soit vraiment posée comme une donnée d'entrée et que ce soit pas en fait encore une fois comme dans beaucoup de projets en fait le parent pauvre ou la dernière ligne qu'on fait sauter quand on doit faire des économies sur le projet. Ça c'est déterminant, c'est-à-dire que finalement on devrait pour ce type d'opération sanctuariser un budget de 5% peut-être, voilà, mais qu'on pourrait pas toucher quoi, et qui permettrait de vraiment en fait planter ces zones, ces petites opérations de densification urbaine, périurbaine on va dire. Ici c'est un autre exemple toujours à Landouge à Limoges, où là les typologies sont un peu différentes. Il y a de la maison individuelle en bande, mais aussi en fait des petits collectifs ou intermédiaires. Là, vous voyez à gauche, c'est des intermédiaires, c'est-à-dire que vous rentrez directement dans votre T2 au rez-de-chaussée, et puis vous avez un T4, mais qui ressemble plus à une maison, et qui est accessible directement depuis l'arrière, en mettant à profit la topographie. Ce ne serait pas possible ici, hein. Mais chez nous, c'est possible, parce qu'il y a pas mal de topos. Donc, on rentre directement par un petit jardinet au nord pour les T4, et du coup, vous avez cette grande loggia aussi, donc on a l'impression d'habiter plus une maison qu'un appartement, quoi, en fait. Et en fait, chaque porte d'entrée est individualisée. Il n'y a pas de commun, quoi. Voilà, c'est le loggia dont je parlais. Les maisons individuelles. Moi, je défends une forme de radicalité. Alors, je me bats souvent contre les maîtres d'ouvrage. En l'occurrence, là, le maître d'ouvrage extraordinaire, Limoges Habitat, avec qui vraiment, on a pu vraiment travailler de manière extrêmement intelligente. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y a un tel déficit de culture architecturale en France que, en gros, pour un Français moyen, vous avez la ville ancienne et vous avez les tours, les bars et le pavillonnaire. C'est tout. Il y a 3 formes en fait, d'architecture possible pour l'habitat, alors qu'en fait, il y a beaucoup plus de situations très intéressantes, comme des tissus de faubourg, les anciens lotissements des 19e, 20e, début 20e. Vous avez l'architecture vernaculaire, etc. Donc vous voyez, par exemple, moi, quand j'ai dessiné ça, l'élu local m'a dit « Monsieur, vous m'avez dessiné une barre ». Non. Je dis « Mais non, une barre, je sais pas, la plus grande barre en France, elle était à Nancy, elle faisait 1,4 km. 1,4 km, ça c'est une barre. Un bâtiment qui fait 60 mètres de long, c'est pas une barre. En fait, vous prenez une grange étable, ça fait 60 mètres de long. Donc je montrais des photos comme ça de granges étables juste à côté, dans ce territoire périurbain qui était autrefois en fait un territoire rural. En fait, du coup, vous avez plein de vestiges de cette architecture agricole. Et voilà, j'essaie de faire référence à ça pour montrer que c'est aussi nécessaire de radicaliser un peu la manière de dessiner les choses pour se donner les moyens aussi d'avoir une qualité matérielle. Parce que si vous séparez toutes les maisons, par exemple, en fait, vous avez un très mauvais coefficient de forme. Déjà, thermiquement, c'est un problème. Vous consommez plus de sol. Et puis, c'est plus cher. Parce que vous avez, pour la même quantité de volume, vous avez évidemment des surfaces de façade beaucoup plus importantes. Donc, vous réduisez en fait le bilan de l'opération, quoi. Enfin, vous le dégradez plutôt. Alors que si vous faites des choses un peu comme ça radicales, vous arrivez du coup à mettre du bardage bois Douglas non traité, des menuiseries triple vitrage, un enduit à chaud, etc. Mais bon, il faut faire preuve de beaucoup de discussions. La question des ressources, rapidement. Cette carte, elle montre ce que je disais tout à l'heure, hein, la cartographie des forêts nouvelles dans une partie du Massif central. Vous voyez, c'est considérable, hein. Vous avez des pans entiers. Vous voyez, par exemple, le département de la Loire, du Puy-de-Dôme, là, l'est du Puy-de-Dôme, la Corrèze, le nord du Cantal, la Creuse et le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, bien sûr. C'est considérable, toutes ces forêts. Et donc, en fait, on a fait l'expérience pour notre propre immeuble au Rouget. Je reviens au Rouget cette fois-ci, où en fait, on a fait une éclaircie dans une forêt familiale, même pas 10 km du Rouget. Une éclaircie de Douglas. Et puis ça, c'est une petite carte qui montre en fait le jeu des acteurs et la mise en place finalement de circuits courts qui permet à la fois de tracer chaque morceau de bois qui est mis en œuvre dans l'immeuble, mais aussi de comprendre en fait comment on arrive à réduire finalement tous les déplacements des matériaux et des entreprises qui vont agir sur ce projet. Donc là, c'est une photo de l'éclaircie, le débardage, et puis l'immeuble une fois qu'il est construit. Alors évidemment, c'est une architecture qui est
répond aux enjeux du XXIe siècle, hein, qui ne ressemble pas à l'architecture du XXe ou du XIXe, parce que les ressources ont changé, les enjeux ont changé. Autrefois, c'était le granit, le chêne pour les planchers et les charpentes. Maintenant, c'est le Douglas. Et puis, essayer de chercher le soleil, les calories, essayer de capter l'énergie solaire et la restituer par déphasage. Essayer de... Ouais, vous voyez, par exemple, en ce moment, je n'ai pas de chauffage chez moi. Je suis à 650 mètres d'altitude. J'ai dû chauffer un petit mois depuis le début de l'année. Voilà, en mettant en place des principes bioclimatiques très simples, alors qu'on est quand même assez en altitude. Et puis évidemment, pour un architecte, ce qui est intéressant, c'est de considérer que cette ressource, elle caractérise l'architecture, voilà, sous forme de structure, voilà, au travers de structures, de menuiseries, de mobilier. On n'est plus dans l'architecture abstraite, en béton ou en placo-plate, quoi. Et puis c'est la question de la course du soleil. Le plaisir qu'on on a à dessiner tous les détails qui sont fabriqués, mis en œuvre par des entreprises locales qui ont encore beaucoup de savoir-faire. Puis c'est aussi la ressource du soleil qui est déterminante et pour lesquelles on doit concevoir des espaces intermédiaires, c'est-à-dire entre intérieur et extérieur, pour à la fois trouver, en fait, on va dire, des balcons, des terrasses, des doubles hauteurs comme ça là qui qualifient le seuil de l'agence d'architecture. J'ai oublié de dire que le programme, c'est l'agence d'architecture à proprement parler sur 2 niveaux, notre propre appartement familial au-dessus et 2 logements à l'arrière, en location. Tout ça dans une dent creuse du centre-bourg du Rouget, à 5 minutes à pied de l'école et de la mairie, dans la traverse du bourg, sur la ligne de crête. Donc voilà, parcelle de 450 mètres carrés, et puis finalement on construit entre 500 et 600 mètres carrés. Donc c'est un petit manifeste aussi pour dire que c'est pas parce qu'on habite à la campagne qu'on habite forcément dans une maison 4 faces avec un jardin tout autour. Il y a d'autres formes d'habitat qui sont tout à fait crédibles. En tout cas, moi, je suis très content de ne pas tondre la pelouse tous les week-ends. Et d'être sur mon petit balcon, voilà. Et d'être à 1 minute 30 de la boucherie en face. Et puis, finalement, tous ces espaces intermédiaires, c'est là aussi où se déploie le plaisir d'habiter. Ici, c'est la loggia qui prolonge notre propre séjour, qui fabrique aussi... qui a un rôle thermique important aussi, hein, qui permet de couper le rayonnement solaire en période estivale. Et puis vous avez une série de filtres comme ça qui permet de à la fois déployer des rideaux en laine pour couper la sensation de paroi froide l'hiver, des volets qui sont déportés. Tous ces volets sont mobiles, hein, je ne l'ai pas dit. Tout ça, c'est des volets, vous voyez. Là, ils sont à moitié fermés. Je reviens là, ils sont complètement ouverts. Et donc, en fait, c'est des volets qui permettent de maîtriser les apports solaires que vous souhaitez en fait, dans le logement. Là, c'est 2 photos que j'ai prises au solstice d'hiver, qui montrent en fait, comment le soleil rentre au plus profond dans l'habitation, en tenant compte du rayon d'incidence. Voilà, c'est une question de géométrie, hein, mais qui sont liées à la latitude à laquelle on est, mais qui permet de collecter toutes les calories, toute l'énergie solaire de manière entièrement gratuite, quoi, de chauffer le logement gratuitement. Et tout en fabriquant une atmosphère particulière. Voilà, juste pour dire que en fait, tout ça, c'est pas propre aux territoires ruraux. On peut très bien mettre en place de telles stratégies dans d'autres territoires, comme ici à Pierremille-les-Îles, à côté de Nantes, pour un concours de 130 logements que nous avons la chance de gagner, où on a fait le même travail de benchmarking, comme on dit, ou de parangonnage, pour employer le terme français, pour essayer de chercher toutes les ressources qu'on pouvait convoquer pour concevoir ces immeubles, notamment avec des carrières de schiste qu'on trouve à Nozay, à peu près 50 km au nord de Nantes, pour penser peut-être les socles des immeubles, la question des sols avec des déchets de carrière, la question du bois aussi, des ressources en bois, et tous les isolants aussi qui sont fabriqués dans le Grand Ouest, à partir de chanvre, de lin, de coton recyclé. Voilà, donc en fait finalement cette logique-là, on peut la mettre en place évidemment dans les métropoles, hein, c'est pas réservé aux ruralités, même si l'immense avantage des ruralités, c'est qu'en fait, c'est dans les ruralités qu'on trouve toutes les ressources. Et donc c'est quand même intéressant de les convoquer. Je passe rapidement. La dernière ressource qui est peut-être le sujet principal du XXIe siècle, c'est le patrimoine bâti existant, en particulier XXe. Un patrimoine bâti qui est mal aimé et qui subit
ce que le patrimoine a toujours subi ou l'héritage bâti, au-delà de la question du patrimoine, hein, mais ce que l'héritage bâti a toujours subi en France, c'est-à-dire la démolition. On lit des très très beaux textes autour de 1850. J'en ai lu un récemment d'un auteur breton, dont je ne me rappelle plus le nom, qui écrit des choses magnifiques sur l'architecture gothique qui a été abattue. Ensuite, vous voyez, l'architecture du XIXe siècle a été abattue. Maintenant, on abat tout le patrimoine moderne. Bon, alors que finalement, c'est des opportunités incroyables pour finalement reconquérir finalement tout ce patrimoine-là plutôt que de le démolir et de le reconstruire. Donc en cela, moi, j'interroge beaucoup toutes les politiques de l'ANRU là, qui sont assez violentes, puisqu'elles visent à démolir tout ce patrimoine 20e en quantité pharaonique. Donc vous voyez, bon, on ne peut pas dire que ce soit extraordinaire cette architecture, mais quand même, en fait, elle est facile à réhabiliter, à transformer, parce qu'elle a une sorte de rationalité. Voilà, c'est des trames. Il n'y a pas de gesticulation formelle, donc finalement, par exemple, isoler ça par l'extérieur, c'est très simple. Vous coupez tous les ponts thermiques, etc. Puis comme vous avez voilà, ces poteaux-poutres dalle-béton, qui posent beaucoup de problèmes thermiques, et bien, dès lors que vous l'isolez par l'extérieur, c'est facile à résoudre, et puis vous pouvez du coup travailler en soustraction ou compléter. Par exemple, cette ancienne école qui est devenue un centre de loisirs, eh bien, comme c'était une ancienne école, il y avait des façades vitrées sur les quatre côtés, donc pas vraiment de relation au climat. Et donc là, on a fait un choix sur le degré d'ouverture de chaque façade en fonction de la course du soleil et des programmes, du futur programme qui vient s'installer dans cet édifice. Et donc parfois on a abaissé les allèges, parfois on a retrouvé un rapport au sol, parfois on a bouché les trames. Vous voyez là ici par exemple on a cherché une relation au sol pour le rez-de-chaussée qui faisait défaut, et puis en isolant tout par l'extérieur, et bien on coupe tous les ponts thermiques. Tout ça, ça peut être préfabriqué en atelier à l'abri. Donc ça c'est aussi intéressant de réfléchir à la pénibilité du travail, hein, parce que le Cantal, malgré tout, il fait assez froid, notamment l'hiver. Et donc faire tous ces ouvrages-là en hiver et ensuite venir les monter comme ça de manière préfabriquée, ça peut être très intéressant. Et puis pour les parties pleines, eh bien c'est un isolant en fibre de bois avec un enduit à la chaux. Voilà, je passe rapidement. Voilà. Et donc ça c'est la même vue que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a cherché malgré tout à garder l'identité de cet édifice tramé, très simple, et en même temps voilà, résoudre tous les problèmes, quoi, tous les problèmes qu'il comportait, et en même temps en convoquant encore une fois les ressources locales au travers du Douglas pour les épines, le bardage, mais aussi toutes les mesures extérieures qui sont en pin sylvestre. On a travaillé avec de la chaux de Saint-Astier qui vient de la Dordogne dans le Massif central, etc., etc. Voilà, j'arrête là. Merci.